Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est totalement contre-productif de vous comparer aux athlètes professionnels et aux modèles de fitness. Depuis quelque temps, je reçois régulièrement des commentaires sur ma chaîne YouTube qui vont plus ou moins dans le même sens. Wesh Alex, Cristiano Ronaldo il dit qu'il s'entraîne 4 heures par jour tous les jours. Alors toi tu dis qu'il faut s'entraîner seulement 1 heure à 1 heure et quart, 4 à 5 fois par semaine. Wesh cousin, là je comprends pas, vas-y explique. Erreur. Les amis, vous êtes en train de commettre l'une des erreurs les plus préjudiciables à votre progression physique sur le moyen et sur le long terme. Et cette erreur, c'est de vous comparer aux athlètes professionnels et aux modèles de fitness sur YouTube. Voici 4 raisons très valables de ne pas tomber dans ce piège. Raison numéro 4, les athlètes professionnels et modèles de fitness ont souvent hérité d'une génétique avantageuse. La première raison, qui est la moins importante des 4, c'est la génétique. En règle générale, les athlètes professionnels et les modèles de fitness possèdent une génétique avantageuse, voire très avantageuse, qui les prédispose à réussir dans leur sport. Cette génétique avantageuse va d'abord se traduire par une morpho-anatomie idéale pour la pratique de l'activité physique en question. Par exemple, un individu qui possède une cage thoracique épaisse, des bras courts et des pectoraux longs et larges possédera des prédispositions génétiques certaines pour devenir fort au développé couché. A contrario, un individu qui présente les caractéristiques morpho-anatomiques inverses, c'est-à-dire une cage thoracique étroite et des bras longs, aura du mal à devenir champion de powerlifting. En revanche, il possédera une excellente base pour devenir champion d'escalade grâce à la longueur de ses membres qui lui permettront d'aller chercher des prises très éloignées les unes des autres. Le deuxième facteur directement influencé par votre génétique, c'est votre métabolisme et en particulier votre capacité à absorber, utiliser et dépenser l'énergie des aliments que vous consommez. Encore une fois, ces différences physiologiques vont avoir un impact direct sur votre physique et vos performances sportives, puisqu'un individu qui arrive à rester mince, voire maigre sans difficulté, aura moins de masse à transporter et donc dépensera moins de calories quand il ou elle court sur de longues distances, tandis qu'un individu lourd aura pour sa part une meilleure assise lorsqu'il s'agira de faire front avec ses camarades rugbymen au sein de la mêlée. Il existe un troisième facteur déterminé en partie par votre génétique, et c'est la proportion de fibres rapides et de fibres lentes dont vous héritez. Cela dit, cette proportion entre fibres lentes et fibres rapides peut être significativement modifiée par la nature et la qualité de votre entraînement. Si l'on prend une courbe de Gauss, également nommée courbe de distribution normale, on peut raisonnablement estimer que la plupart des athlètes professionnels et modèles de fitness ont une génétique qui les place à plus 2 écarts types de la moyenne, c'est-à-dire qui les place au sein des 2,1% de la population qui possèdent la génétique la plus adaptée à leur spécialité sportive. L'enseignement que je veux que vous retiriez de ce premier point, c'est que vous ne devez pas vous comparer aux athlètes professionnels et aux modèles de fitness car vous n'avez pas hérité des mêmes avantages et des mêmes désavantages génétiques qu'eux, ni même que ceux de votre voisin. Il est important que vous ayez conscience de vos propres forces et de vos propres faiblesses sur le plan morpho-anatomique et physiologique pour qu'ensuite vous puissiez construire votre programme d'entraînement et votre plan alimentaire sur la base de vos caractéristiques innées et non de celles de votre athlète ou modèle de fitness préféré, aussi inspirant soit-il ou elle. C'est le meilleur moyen de progresser. Raison numéro 3. Pour les athlètes professionnels et les modèles de fitness, le sport n'est pas un hobby, c'est leur métier. Un deuxième facteur souvent occulté, en particulier par les jeunes, c'est que vos athlètes et modèles de fitness préférés sont payés et souvent très grassement payés pour ce qu'ils ou elles font. Et c'est normal puisque c'est leur métier. Mais c'est leur métier justement, ce qui veut dire que toute leur activité professionnelle est construite autour de la pratique sportive. S'entraîner est en effet la priorité numéro 1 de l'athlète professionnel et du modèle de fitness dans l'organisation de son quotidien. Certes, ils ou elles ont souvent des obligations connexes, comme de représenter leurs sponsors, qui les rémunèrent eux aussi grassement, soit dit en passant, ou de participer à des événements associatifs, ce qui leur pompe du temps, mais ces activités passent toujours après l'entraînement et ses impératifs de récupération, comme de se faire masser, de faire la sieste, etc., etc. Dans la majorité des cas, quand un athlète professionnel se lève le matin, il prend son petit déjeuner et part s'entraîner. Tandis que lorsque vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner ou pas et partez bosser. Ce n'est qu'à la fin de votre journée de travail ou au milieu si vous avez une longue pause déjeuner que vous allez pouvoir vous entraîner. Heure à laquelle votre athlète ou modèle de fitness préféré aura certainement déjà bouclé une bonne partie, sinon la totalité de son programme d'entraînement de la journée. Moralité, vous ne pouvez ni ne devez vous comparer aux athlètes professionnels dont la routine quotidienne est construite autour de l'entraînement. Si pour vous, s'entraîner n'est que la 2e ou 3e priorité de la journée, et ce non pas parce que faire du sport n'est pas hyper important pour vous, mais simplement parce que vous avez une marmite à faire chauffer et des bouches à nourrir. Il est en effet beaucoup plus facile de bien s'entraîner quand en plus l'on sait que l'on sera grassement payé pour.
Cela ne retire évidemment rien au mérite des athlètes de haut niveau et fit-tubeurs qui ont dû trimer dur pour en arriver là où ils en sont et continuent de trimer dur pour y rester. Se rappeler que c'est leur métier permet simplement d'ajouter aux raisons de ne pas vous comparer à eux, car ils et elles vivent du sport alors que vous ne faites certainement du sport que parce que ça vous plaît. Raison numéro 2, les moyens mis à la disposition des athlètes professionnels sont colossaux. Le sport professionnel est un monde à part. C'est une galaxie différente dans laquelle les moyens mis à la disposition des athlètes dépassent l'entendement. Quand je parle de sport professionnel ici, je fais référence aux principales ligues et fédérations sportives internationales comme la FIFA, la NBA, la NFL, l'IAAF, l'IFBB, etc., etc. Pour ces organismes, les athlètes de haut niveau et en particulier les têtes d'affiche représentent des millions voire des milliards de dollars de gains potentiels. Il va donc sans dire que ces athlètes doivent être protégés, cajolés, chouchoutés et dorlotés pour avoir la carrière la plus longue et la plus productive possible. Et c'est ce que les ligues et les franchises sportives professionnelles font en investissant massivement dans le nec plus ultra des technologies visant à l'amélioration des capacités physiques de leurs joueurs. Sauna, hammam, jacuzzi, piscine couverte, caisson de cryogénie, tapis antigravité, électrostimulateur, pistolet à percussion, combinaison intégrale de compression. Les enceintes sportives et centres d'entraînement pour sportifs de haut niveau sont souvent de véritables bijoux de technologie. Et cela sans compter l'armada d'hommes et de femmes qui gravitent autour de ces joueurs et dont la seule mission est de les aider à performer au maximum de leurs capacités. Préparateurs physiques, kinésithérapeutes, chiropracteurs et nutritionnistes s'affairent ainsi quotidiennement sur le corps de ces athlètes pour en faire une arme de performance maximale. Ainsi, les moyens mis à la disposition des athlètes professionnels pour les aider à récupérer dépassent tout ce que vous et moi pouvons imaginer. Et pour 99,9% d'entre nous, le budget que nous pourrions allouer à leur achat ou à leur usage régulier. À la lumière de toutes ces informations, vous paraît-il maintenant raisonnable de vous comparer aux 4 heures par jour, entre guillemets, d'entraînement de Cristiano Ronaldo, qui, contrairement à vous, a le privilège de pouvoir se faire masser quotidiennement par un kinésithérapeute professionnel et de se faire cuisiner des plats customisés par un chef cuisinier diplômé en nutrition. Encore une fois, ni vous ni moi ne sommes logés à la même enseigne que lui. Nous sommes à des années-lumière de pouvoir disposer de toute la logistique mise à sa disposition, comme de celle mise à la disposition de LeBron James, de Novak Djokovic, de Lionel Messi, de Conor McGregor, etc., etc. Nous ne jouons pas dans la même ligue que ces athlètes et ceci n'est pas un prétexte pour ne rien faire, c'est un fait. Raison numéro 1, les athlètes professionnels et modèles de fitness ne vous disent pas nécessairement toute la vérité et rien que la vérité. La principale raison selon moi pour laquelle vous ne devez pas vous comparer aux athlètes professionnels et aux modèles de fitness, c'est tout simplement parce qu'ils ou elles ne vous disent pas nécessairement toute la vérité sur ce qu'ils font ou ont fait pour parvenir et rester au top. Ici, je distinguerai 3 types de mensonges. Mensonge numéro 1, la fabulation ou le storytelling autopromotionnel. C'est le cas typique de l'athlète qui aime en rajouter des couches sur ce qu'il ou elle a fait pour être le meilleur dans sa discipline. Entre celui qui dit qu'il ne dort que 3 heures par nuit, celui qui dit qu'il se réveille tous les jours à 4 heures du matin pour s'entraîner, et enfin celui qui dit qu'il s'entraîne 8 heures par jour comme un acharné, la surenchère de celui qui a la plus grosse éthique de travail va bon train. Pour être objectif, ces fabulations sont d'ailleurs souvent moins le fait des athlètes eux-mêmes que des médias qui parlent et aiment créer des légendes vendeuses autour d'eux. Attention, je ne veux pas dire par là que les athlètes qui fabulent ne font pas preuve par ailleurs d'une discipline de fer. De toute façon, il est impossible de réussir à ce niveau de performance sans une implication totale. Je pense simplement que parfois, l'histoire ou la légende qui est racontée sur eux ou par les médias, a tendance à supplanter la réalité des faits. Mensonge numéro 2, le mensonge par omission. C'est le cas typique du modèle de fitness ou bodybuilder qui oublie de préciser que sa musculature hors norme est en grande partie la résultante des produits qu'il ou elle s'injecte, puis qui ensuite, au détour d'une publication sur les réseaux sociaux, vous invite subtilement à acheter le complément alimentaire XYZ car ce serait grâce aux 10 compléments alimentaires qu'il ou elle parviendrait à être sec et massif tout au long de l'année. Foutaise. Il est plus que probable que souvent les athlètes sponsorisés ne consomment même pas le ou les suppléments qu'ils essaient de vous faire acheter. Enfin si, peut-être. Mais surtout quand une caméra est allumée pour le filmer. Mensonge numéro 3, le foutage de gueule intégral. C'est le cas typique du mec ou de la nana chargée comme un blanc-bleu belge et qui se présente comme un ou une lifetime natty. Ou le cas Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France qui a pendant des années nié s'être dopé avant de revenir sur ses déclarations et se voir destitué de ses 7 titres en 2012. Ou le cas Marion Jones, ou le cas Ben Johnson, ou le cas Richard Virenque, ou le cas Carl Lewis. Ou le cas de tous ces athlètes et bodybuilders qui se piquent en douce et soutiennent après mordicus qu'ils n'ont jamais entendu parler de PO ni de stéroïdes anabolisants. Bref, des cas comme ceci, il en existe hélas à la pelle dans l'histoire du sport et là il ne s'agit que des cas avérés. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, le sport professionnel est gangréné par le dopage.
Selon une méta-analyse publiée dans le journal académique Sports Medicine, 14 à 39% des athlètes de haut niveau seraient ainsi dopés, toutes disciplines sportives confondues. Pour ma part, je pense que ces chiffres sont largement sous-estimés, dans la mesure où la quasi-totalité de ces études se base sur des questionnaires auxquels les athlètes doivent répondre sur la base de leur seule bonne foi. D'ailleurs, vous pouvez les mettre en perspective avec les résultats de cette autre étude conduite par le magazine américain Sports Illustrated qui révélait que 98% des athlètes de haut niveau seraient prêts à consommer des produits dopants si cela leur permettait de gagner et qu'ils ou elles avaient la certitude de ne pas se faire attraper par la suite. Bien entendu, le fit game est loin d'échapper à la tendance. Comme le révèle ce rapport de l'Agence mondiale antidopage de 2018, le culturisme, fitness inclus donc, est sans surprise le sport le plus touché par le dopage. Avant de poursuivre, permettez-moi d'être clair. Même si cela ne correspond pas à ma vision du sport, je n'ai aucun problème avec le dopage. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît de son corps et de sa santé. De plus, à un très haut niveau de performance, où l'on peut raisonnablement estimer qu'une majorité d'athlètes est dopée, on ne peut plus considérer le dopage comme le facteur discriminant de la performance. À ce niveau-là, ce sont les différences génétiques et d'état d'esprit qui font la différence entre un bon athlète et un champion. Là où le dopage me dérange vraiment à titre personnel, c'est quand vous avez des athlètes chargés à bloc, mais qui se présentent comme des athlètes naturels, c'est-à-dire comme des non-dopés, ne tournant à rien d'autre qu'au jus de tripe et à l'huile de coude, le tout sur fond de génétique soi-disant exceptionnelle. L'ironie, c'est qu'à force de voir des exceptions génétiques émerger de partout sur les réseaux sociaux, l'exception génétique finit par devenir la règle de l'hypocrisie généralisée. Car oui, il règne une hypocrisie sans nom dans le monde du fitness et du sport professionnel vis-à-vis de l'utilisation des produits dopants. Pour être franc, dans l'absolu, cette hypocrisie, je m'en caracolerais les gesticules si elle ne rendait pas mon travail, ainsi que celui de tous ces entraîneurs, youtubeurs et influenceurs intègres, beaucoup plus difficile. Car allez dire à un jeune qui bave d'admiration devant le physique de Simeon Panda que le physique de son idole est inatteignable sans piquant. Il ou elle transformera sa bave en gros molar pour vous cracher à la gueule toute son indignation. Allez dire à un mec moins jeune qui se paluche devant les performances titanesques de Mike Ottren que si Mike Ottren bench 170 kg pour s'échauffer, lui n'y parviendra jamais, même après avoir bu 10 litres de café et avalé 50 kg de raïb, à moins de se faire chevaucher par le taureau de Red Bull en personne. Il vous hurlera à la face, ses fesses étant occupées, que vous êtes le pire des haters. Allez enfin posément expliquer à un nouveau client dont le taux de masse grasse avoisine les 40% qu'il est impossible d'obtenir un six-pack ciselé en 90 jours malgré ce que dit son athlète dopé préféré dans sa dernière vidéo YouTube. Il ou elle vous expliquera que vous ne savez pas faire votre travail et s'en ira voir ailleurs si son sex-pack y est, ignorant qu'il s'engage ainsi de son plein gré sur les sentiers de sa propre perdition. Voilà des cas concrets où l'hypocrisie qui règne sur l'utilisation des produits dopants me pose personnellement problème. En tant qu'entraîneur qui prône une approche naturelle et patiente de la transformation physique et de la performance, cette hypocrisie me savonne la planche, comme elle doit certainement savonner la planche de tous ces coachs, entraîneurs et nutritionnistes qui savent ce qu'ils ou elles font et essaient de gagner leur croûte honnêtement. Et le pire là-dedans, c'est que cette hypocrisie est source de souffrance dans la mesure où elle engendre souvent des attentes irréalistes chez toutes celles et ceux qui se pâment d'admiration devant ces soi-disant modèles. Et là, ces attentes, qui ne peuvent être comblées à moins de décider de se doper soi-même, exposent tôt ou tard ces personnes à des désillusions certaines et à des frustrations proportionnelles à la violence de leur crash contre le mur implacable de la dure réalité. Mot de la fin. Vous connaissez tous la métaphore de l'iceberg, n'est-ce pas ? Dans un iceberg, il y a la pointe de l'iceberg qui émerge de l'eau. C'est la partie que vous voyez, laquelle représente environ 10% du volume total de l'iceberg. Puis il y a la partie immergée, celle qui est cachée sous l'eau. C'est celle que vous ne voyez pas, alors qu'elle représente environ 90%, soit l'écrasante majorité du volume total de l'iceberg. Eh bien, quand vous vous comparez à un athlète professionnel, à un modèle de fitness ou à n'importe qui sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce que vous faites. Vous émettez des hypothèses et tirez des conclusions en ne vous basant que sur les 10% de l'iceberg que vous voyez sans tenir compte des 90% que vous ne voyez pas. Or, quelle est la valeur d'une comparaison basée sur des éléments d'information aussi partiels? Elle est nulle ou au mieux égale à la valeur d'une rumeur colportée par téléphone arabe. Attention, cela dit, je ne veux pas généraliser en insinuant que tous les athlètes professionnels ont accès à des technologies extraterrestrielles ou encore que tous les modèles de fitness sont des menteurs et des dopés, car ce n'est pas vrai. Je crois qu'il existe de tout, à tous les niveaux et dans tous les corps de métier. Je ne veux pas non plus vous donner l'excuse facile de vous défausser en vous disant que si vous n'êtes pas arrivé au meilleur niveau, c'est parce que vous n'aviez pas la chance d'avoir la bonne génétique ou la bonne logistique ou les bons produits. Quel que soit X, travaillez dur et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre votre meilleur niveau.
Je veux simplement vous rappeler que les sportifs professionnels et les modèles de fitness évoluent dans un écosystème qui se situe probablement à des années-lumière du vôtre. Et c'est une prémisse qu'il est impératif de garder en tête lorsque vous vous comparez à eux. D'ailleurs, si je devais vous donner un dernier conseil, je vous suggérerais de ne plus vous comparer à eux, mais de vous inspirer d'eux. La différence de termes peut paraître tatillonne, mais la nuance est importante, car à la différence de la comparaison, qui est un acte stérile à moins d'avoir tous les éléments d'information en main, s'inspirer d'un modèle ne nécessite pas de tout savoir sur ce qu'il ou elle a fait pour le devenir. Cela n'exige que d'identifier ce qui nous parle chez ce modèle et de faire ensuite tout ce qui est en notre pouvoir pour émuler l'idéal qu'il ou elle incarne, et ce sans avoir à trahir les principes qui dirigent notre existence. La comparaison n'amène qu'à la frustration, tandis que l'inspiration amène au dépassement et à l'estime de soi. Inspirez-vous donc des athlètes professionnels, mais ne vous comparez pas à eux. Les amis, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, montrez-le moi ci-dessous en matraquant le bouton pouce. Il y a peu de temps, j'ai réalisé une vidéo dans le même registre dans laquelle j'abordais les 5 grands enseignements que mes 17 années de pratique naturelle de la musculation m'ont apporté. Je vous invite à aller la voir si la vidéo que vous avez vue aujourd'hui vous a plu. N'oubliez également pas de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications car il est très probable que je publierai d'autres vidéos du même acabit dans le futur. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.